Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de m'avoir invité ici. Ça me rappelle un certain nombre de choses, puisque j'ai commencé à travailler avec vous quand je suis arrivé à Bordeaux en 1995. Et je vois dans la salle encore quelques visages de l'époque qui ont participé aux enseignements qu'on avait délivrés à l'Université de Bordeaux, avec Christian Lambel, que je remercie de son investissement à l'époque. Et donc tout ça, toute votre sollicitation d'aujourd'hui m'a remis toutes ces bonnes histoires en mémoire. Sachant que, évidemment, vous l'avez dit, les uns et les autres, l'histoire n'est pas finie. Déjà parce qu'il y a encore énormément de points d'interrogation, comme on va le voir dans un instant, et ensuite parce que le métier évolue, et donc les points d'interrogation d'hier ne sont pas les mêmes que celles qu'on va avoir dans les années qui viennent. Ce ne sera pas les mêmes expositions, ce ne sera pas les mêmes produits, ce ne sera pas les mêmes interactions. Donc il faudra rester vigilant, évidemment, tout en prenant en compte le passé, et ça, je pense que vous avez insisté tous les deux là-dessus. On voit un individu à l'instant T, mais évidemment, à l'instant T, on a la résultante de tout ce qui s'est passé avant. Et même si vous le traitez ou si vous le suivez sur un temps plus long, T plus N, eh bien, vous aurez toujours l'antériorité à prendre en compte. Et ça, c'est quelque chose que on a instauré en santé au travail progressivement, avec beaucoup de difficultés, autant de difficultés que chez vous, parce que c'est vrai que tout le monde a tendance à penser à l'immédiat, et c'est très difficile d'arriver à avoir d'abord les informations et en plus l'état d'esprit pour récupérer les informations antérieures. Alors, juste, je vous ai préparé quelques diapos, mais bon, ça va aller assez vite parce qu'on a déjà dévoilé beaucoup de choses. Je ne sais plus très bien comment ça marche, ce truc-là. Là. Voilà. Alors, ce que j'ai préparé, je voulais préparer avec ma collègue Catherine Verdun-Esquer. Moi, je vais juste vous présenter quelques diapositives pour vous dire que c'est important. Pourquoi c'est important de prévoir cette visite de fin de carrière et éventuellement ce suivi post-professionnel. Et après, Catherine vous parlera des modalités qui nous semblent importantes dans ce suivi. Alors, deux choses, on s'est limité à ces deux éléments. Ce qu'on va rechercher en priorité, c'est d'abord des pathologies dont on sait qu'elles vont survenir en excès chez les sapeurs-pompiers, ça c'est la première chose, que ce soit lié d'ailleurs aux travaux, aux expositions lors des incendies ou sur l'ensemble de la carrière, parce que pour nous c'est très difficile de faire la part des choses. Et puis deuxièmement, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'identifier des maladies que vous n'auriez pas identifiés en cours de carrière et qui sont susceptibles d'apparaître avec un long temps de latence, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles d'apparaître justement au moment de la retraite si on fait le dépistage ad hoc, et a fortiori après la retraite dans le suivi post-professionnel. Donc là encore, je répète, c'est une démarche qu'on fait maintenant couramment dans tous les secteurs d'activité privé, public, etc. Alors, pour établir cette réflexion, on a accès à énormément de publications. Là, j'avoue que ça fait longtemps que je n'avais pas repris les publications spécifiques sur les sapeurs-pompiers, en particulier ce que les anglo-saxons appellent les firefighters. Attention, parce que le métier n'est pas forcément le même dans les pays anglo-saxons et chez nous en France. En tous les cas, la proportion d'activité n'est pas la même. Mais vous avez, là, je vous ai cité un certain nombre d'études dont vous connaissez certaines. J'essaie de trouver le laser. C'est ça, voilà. Bon, il y a deux méta-analyses qui sont
qui sont intéressantes. Alors, on a parlé du YARC, on y reviendra dans un instant, limité sur les cancers, mais ça c'est tout à fait accessible à tout le monde, hein, tout le monde peut avoir accès à ces informations. Et puis il y a 2 revues narratives qui ont été faites par l'ANSES, l'une en 2012 et l'autre en 2019, et il y en a une autre en cours qui est en ce moment, qui fait partie du programme de l'ANSES, sachant que, s'agissant des feux, évidemment, il n'y a pas que les sapeurs-pompiers qui sont concernés, il y a aussi le reste de la population, et c'est pour ça que l'ANSES a été sollicité par le ministère de la Santé pour savoir quelles sont les retombées aussi des feux dans la population générale, et je pense par exemple aux feux qu'on a eus dans les Landes ici, mais il suffit de regarder l'actualité au Portugal, en Californie, etc., pour savoir que beaucoup de gens sont concernés. Et je rappelle aussi quand même la cohorte C', qu'on avait constituée, qu'on avait publiée en 2015, qui à mon avis reste toujours d'actualité et qui nous avait apporté un certain nombre d'informations. Alors, le rationnel de tout ça, effectivement, on s'attend à quelque chose. On s'attend à quelque chose. Pourquoi? Eh bien, parce que on sait que les intervenants sur des incendies, quelle qu'en soit la nature, que ce soit des incendies de végétaux, que ce soit des feux urbains ou industriels, vont exposer à de nombreux aérocontaminants, alors que ce soit des agents chimiques, physiques, voire biologiques dans certains cas, il n'y en a pas énormément, mais il peut y en avoir, surtout les activités physiques, des risques psychosociaux, des problèmes organisationnels, des accidents. Et ce qui est important pour nous, c'est pas de dire « Ah oui, tiens, il y a des HAP, ah oui, tiens, il y a de l'amiante, ah oui, tiens, il y a du CO ». Non, ce qui est important, c'est qu'il y a tout ça. Et de plus en plus aujourd'hui, maintenant, on comprend mieux l'évolution des données sur les pathologies chroniques sur la base de la prise en compte de la polyexposition. Et cette polyexposition, les sapeurs-pompiers sont vraiment absolument dans une situation caractéristique. Et puis par ailleurs, les sapeurs-pompiers, ils ont une vie. Ils ont une vie extra-sapeurs-pompiers qui peut les exposer à des aérocontaminants qui vont pouvoir interagir avec ceux-là. Et ça, les interactions, maintenant, on connaît bien, aussi bien sur des modèles toxicologiques que sur des modèles épidémiologiques. Et puis, par ailleurs, ils sont comme tout le monde, ils ont des maladies autres. Et bien entendu, les expositions spécifiques peuvent intervenir sur ces autres comorbidités. Alors bon, là je passe très rapidement, ça c'est un extrait d'un document qui vient de chez vous sur justement la composition des fumées d'incendie et des substances toxiques, mais ce qui m'a intéressé, ça vous la connaissez cette liste-là, donc j'insiste pas, mais ce qui m'a intéressé c'est l'autre liste. La liste complémentaire qui n'est pas forcément aussi clairement identifiée dans les documents qu'on a sur les fumées et qui pourtant a certainement une contribution très très importante et plus importante encore que la liste précédente sur les pathologies chroniques. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Alors bien entendu, tout ce qui est PM, la matière, les particules en suspension dans l'air, a fortiori quand elles sont fines, donc avec un diamètre inférieur à 2,5, ou quand elles sont a fortiori ultra fines, donc un diamètre inférieur à 100 nanomètres. Et dans les fumées d'incendie, toutes les données de métrologie qu'on a dans la littérature internationale montrent qu'on a des concentrations qui sont extrêmement importantes, à tel point d'ailleurs que dans des pays comme la Californie, actuellement, on pense que la contribution des incendies à la pollution par les PM dans la ville de San Francisco ou dans la ville de Los Angeles provient à 80% des incendies qu'il y a eu dans le territoire.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Je ne sais plus comment on revient en arrière, peu importe. Le petit bouton rouge. Merci beaucoup. Et vous avez aussi, bien entendu, on a parlé de l'amiante, et c'est pour ça qu'il y a des mésotéliomes. Ça sera essentiellement les déblais et les feux urbains. On a parlé de silice, alors j'insiste aussi sur le terme cristalline, parce que vous savez que la silice est ubiquitaire dans la Terre, il y en a partout, plus ou moins en fonction des terrains, mais par exemple dans les Landes, c'est sûr qu'on est sur des terrains sableux, donc je peux vous dire que de la silice cristalline, il y en a beaucoup, et dans les poussières qui sont remises en suspension à l'occasion des incendies, il y a beaucoup de silice cristalline, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc n'oubliez pas ça, et je vous rappelle que la silice cristalline est un cancérogène certain chez l'homme, classé par le CIRC. Et puis, vous avez effectivement les produits dont on a parlé, qui sont des produits de dégradation, les PFAS, les dioxines, les furanes et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Tout ça, c'est des produits de dégradation liés au phénomène de combustion et qui sont certainement beaucoup plus importants qu'on ne le pense et actuellement très sous-estimés parce qu'on ne sait pas très bien les doser. Voilà, alors, toujours dans le rationnel, on sait qu'il y a ça, on sait qu'il y a ces expositions, et on a par ailleurs des milliers de publications qui nous permettent de dire, que individuellement, l'amiante, on sait ce que ça donne, les HAP, on sait ce que ça donne, le monoxyde de carbone, on sait ce que ça donne, etc. Donc là, le rationnel sur la plausibilité biologique, il existe, hein, bien entendu. Avec en plus cette notion qu'on n'est jamais exposé à un seul polluant, on est exposé à une multitude de polluants, et c'est la polyexposition qui, en fait, va expliquer le profil clinique des pathologies qu'on aura. On n'a jamais des pathologies amiante pures, on n'a jamais des pathologies HAP pures, etc. C'est toujours des formes cliniques atypiques parce que tout dépend un petit peu de la contribution de chacune de ces composantes de l'exposition. Bon, et dedans, vous avez effectivement des agents qui vont, ces agents, individuellement ou globalement, sont pro-inflammatoires, mutagènes, cancérogènes, interviennent sur la modulation de l'immunité et puis sont également mutagènes. Alors, ces agents vont agir aussi bien par inhalation, avec comme première cible évidemment l'appareil respiratoire. Donc on sait très bien qu'il y a un stress oxydant avec une inflammation pulmonaire plus ou moins chronique en fonction de la répétition des expositions. Et tout ça, ça aboutit essentiellement à deux choses. C'est le remodelage et la fibrose. Et là, ça peut s'exprimer de trois façons, essentiellement. Les pneumopathies interstitielles diffuses, la BPCO, et puis les plaques pleurales. Donc ça, c'est vraiment les trois pathologies qu'on attend en rapport avec ces polluants. Et puis, bien entendu, derrière la fibrose, à partir du moment où il y a une inflammation chronique, où il y a une fibrose, et a fortiori, si les agents sont cancérogènes, on va attendre des cancers, donc essentiellement des mésotéliomes, et probablement aussi des cancers bronchopulmonaires, mais dans un instant, je vous expliquerai pourquoi on ne les voit pas clairement dans la population des sapeurs-pompiers. Et puis tout ce qui est aussi également important, c'est de savoir que quand ça rentre dans l'appareil respiratoire, on sait maintenant très bien que ça passe dans la circulation et que donc il y a un passage systémique qui va entraîner les mêmes effets sur des organes différents que le poumon. Par ailleurs, il ne faut jamais oublier, il y a d'autres voies de pénétration de ces substances dans l'organisme, en particulier le passage transcutané, ça vous le connaissez bien à travers les HAP qui contaminent la peau, mais il y en a aussi par voie digestive, parce que, bien entendu, on contamine la cavité buccale, et on sait très bien qu'une partie des particules qui sont inhalées vont être dégluties et passer dans le tube digestif.
Donc on va retrouver les mêmes phénomènes d'inflammation avec des pathologies qui seront cette fois-ci un petit peu plus systémiques, mais qui peuvent atteindre aussi l'appareil respiratoire par voie systémique, hein, via la circulation pulmonaire. On connaît bien ça avec les médicaments. Alors, bon, je repasse là-dessus parce que ça, c'est absolument fondamental, cette notion de mesure rétrospective et prospective des expositions, de traçabilité des expositions. Il faudra le marteler, et vous l'avez fait, donc je n'insiste pas. C'est fondamental, hein. Même si on met des jours, des heures à reconstituer ces expositions, il faudra le faire. J'y reviendrai. Alors bon, juste ça, c'est un petit schéma sympathique qui permet de comprendre que ce n'est pas une vue de l'esprit. On sait très bien que ce soit sur des modèles expérimentaux ou sur des modèles cliniques, eh bien on sait qu'après une exposition aux fumées, on a une modification des concentrations d'un certain nombre d'interleukines ou de cytokines pro-inflammatoires qui vont témoigner du fait que l'activation n'est pas seulement au niveau pulmonaire, mais également au niveau systémique. Bien entendu, on retrouve ça au niveau pulmonaire, et comme je vous l'ai dit il y a un instant, tout ça, ça va donner, si c'est chronique, si c'est répété, ça va donner des pathologies qui résultent de cette inflammation chronique, c'est-à-dire à la fois les cancers, les maladies respiratoires et les maladies cardiovasculaires. On y revient dans un instant. Alors, je l'ai dit, actuellement, c'est pas facile de s'y retrouver dans la littérature, parce que, en fait, d'abord en France, il n'y a pas énormément de données, enfin de données rétrospectives. Alors, j'ai cité CEPRIM, je le recite encore. On a des visites, vous avez des visites, très bien, mais l'important, c'est de pouvoir exploiter ces informations et de pouvoir les utiliser collectivement au bout d'un certain nombre d'années d'exposition. Alors, vous avez mis, là je n'étais pas tout à fait au courant de l'observatoire, il est en place, très bien. Je vous rappelle que c'était, si j'ai bonne mémoire, le rapport Pourny qui en avait parlé pour la première fois en 2003. Et puis, vous avez un certain nombre de recommandations internationales qui demande à tout le monde de surveiller ses sapeurs-pompiers à distance, hein, pas uniquement sur les effets aigus. Bon, je passe là-dessus. Alors, finalement, quelles sont les maladies que vous devez détecter au moment de la retraite ou après la retraite en poste professionnel? On a parlé des cancers, je ne reviens pas. Catherine vous dira ce qu'il faut faire, mais la base, c'est effectivement le document du CIRC, la monographie du CIRC de 2023. Après, il y a d'autres pathologies qui sont importantes à connaître et à dépister. L'appareil respiratoire, ça c'est normal, c'est la première ligne. Encore qu'on n'a pas beaucoup de données, et par exemple les BPCO, il y a des données qui sont incomplètes, et on n'est pas forcément très sûr de l'évolution et de l'importance du TVO, et par contre on n'a pas encore de données en dehors de certaines cohortes très particulières comme celle des tours de Manhattan, sur l'existence de pathologies interstitielles. J'insiste par contre sur les pathologies cardiovasculaires, parce que ça, on sait que le cocktail qu'il y a dans la fumée est un cocktail qui peut donner expérimentalement de l'athérome. Et donc, outre le fait que ça va modifier le syndrome métabolique et amplifier le syndrome métabolique, on a aussi des actions directes au niveau de la paroi des artères et donc au niveau du développement de l'athérome. Bon, la fertilité, ce n'est pas le problème de la retraite, donc je n'insisterai pas. Un mot sur les limites. Alors, pourquoi est-ce qu'on est gêné dans l'évaluation de ces données? Parce qu'il y a un formidable effet travailleur sain chez les pompiers. Ils sont hyper sélectionnés
et ils ont des modes de vie qui sont différents de ceux de la population générale. Et ça a été très bien mis, en particulier en évidence dans la cohorte C' de 2015. Mais dans toutes les cohortes, on retrouve ce phénomène. Le deuxième point, c'est que la reconstitution des expositions professionnelles est dans la plupart des cohortes publiées très difficile, alors sachant que maintenant il commence à y avoir des matrices emploi-exposition ou activité-exposition qui permettent d'améliorer un petit peu les choses. Après, on a aussi beaucoup de difficultés pour faire la part de ce qui revient au feu et de ce qui revient aux autres activités des sapeurs-pompiers, en particulier pour les volontaires, puisqu'ils ne font pas que du feu. Et enfin, ce n'est pas toujours évident de distinguer ce qui a un effet à court terme et ce qui a un effet à long terme. Quand vous faites un infarctus du myocarde ou quand vous faites un arrêt cardiaque, une mort subite, certains vont qualifier ça comme une pathologie aiguë. Alors certes, la nécrose, c'est un phénomène aigu, sauf que la nécrose, elle ne survient pas sur des coronaires saines. Elle survient sur des coronaires qui sont déjà bouchés depuis longtemps et sur une pathologie athéromateuse. Donc il y a une confusion entre ces effets à court terme et ces effets à long terme. Donc c'est très important de les prendre en compte. Et puis, le dernier point, c'est pas toujours évident de distinguer les maladies induites et les maladies aggravées. Alors, j'ai juste une question là que j'aimerais bien soulever, pas pour y répondre, mais pour que vous continuiez à travailler là-dessus. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur le système nerveux central et sur les conséquences de l'exposition aux fumées sur le système nerveux central, et pas que du côté vasculaire, mais aussi du côté neurones. Et ceci avec des explications biologiques qui sont tout à fait cohérentes. Voilà, et je termine par cette diapositive. Ce sont un peu les recommandations qu'on m'a demandé de faire. La première, vous voyez, c'est comprendre les expositions. Ça reste quand même la base fondamentale, comprendre les expositions. Et même si tu as mis des années à essayer d'expliquer qu'il fallait le faire, je continue à prendre le relais. C'est vraiment la première des choses à faire. Parce que le reste découle de ça. Ensuite, il y a des candidats, donc ça, je vous en ai parlé. Et ensuite, il faut absolument thésauriser ces informations. Alors moi, j'ai mis simplement réactiver la cohorte C' parce que c'est tellement dommage que cette cohorte C', qui était un gros boulot des SDIS, ne puisse pas être mise à jour. Or, elle peut parfaitement être mise à jour, hein. Ce n'est pas un travail très compliqué. L'essentiel a été fait dans la constitution de la cohorte. Après, il faut la mettre à jour. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je suis désolé, j'étais un peu long. Il y a beaucoup de choses... je suis un peu long, mais je suis un peu passionné là, par votre activité. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît de mieux en mieux et qui peuvent être faites avec votre aide. Et vous avez une catégorie professionnelle et une organisation professionnelle qui permet absolument de contribuer à l'amélioration des connaissances et à la protection des individus, évidemment. Merci. Alors, il faut que j'arrive à trouver le bouton vert. Merci. Donc, je vais prendre la suite et conclure après les deux précédents intervenants, mais qui ont déjà beaucoup avancé de choses. Donc, je vais surtout essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'on va faire pour suivre ces pompiers qui ont eu ces expositions passées. Donc, là, l'objectif, je vais passer rapidement. Vous avez bien compris que quand on met en place un suivi post-exposition ou post-professionnel, on est là donc pour effectivement dépister des pathologies qui seraient liées à des expositions passées. Le but étant de permettre déjà une prise en charge médicale précoce. Donc ça va être ça l'objectif de faire un test de dépistage éventuel, c'est d'arriver à détecter une pathologie à un stade plus précoce, et puis aussi pour permettre une éventuelle réparation médico-sociale, que ce soit la maladie professionnelle, voire le FIVA, si c'est des pathologies en lien avec l'amiante. Et par contre, et là on l'a tous dit, et je renfonce le clou, je pense qu'il y a un temps incontournable de ces bilans qu'on fait en post-expo ou post-professionnel, c'est de reconstituer la carrière, les expositions passées,
Donc c'est la traçabilité quand on l'a, et quand on l'a pas, parce que les premières fois qu'on va le faire, il n'y aura pas ces traçabilités qui se mettent en place, mais c'est une expertise rétrospective des expositions, ce qu'on peut faire nous, par exemple, en consultation de pathologie professionnelle, au vu de ce que la personne va décrire de son activité. Elle ne va pas vous dire forcément « j'ai été exposée à ça ou ça », elle va vous décrire ce qu'elle faisait, et au vu de la description des tâches, et donc nous, en croisant avec les périodes, etc., on va pouvoir en déduire un certain nombre d'expositions, et au départ, on va avoir que ça. Puis après, là, si la traçabilité arrive à se mettre en place, vous aurez des choses beaucoup plus objectives pour pouvoir baser votre évaluation de l'exposition. Donc, quand est-ce qu'on fait ce suivi post-pro? Ça peut être effectivement, on en a parlé, bien sûr, au moment de la visite de fin de carrière, mais ça peut être aussi en suivi périodique, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place en post-exposition, alors que la personne n'est peut-être plus exposée, mais encore peut-être sapeur-pompier, parce qu'il va plus sur les incendies, par exemple. Et puis, il y a des choses qui se mettent en place à partir d'un moment, d'un début d'exposition, peut-être que la personne est encore en activité, hein, donc c'est pas forcément qu'au moment de la visite de fin de carrière qu'on va se poser la question de qu'est-ce que je fais. Il faut vraiment avoir une idée de éventuellement mettre en place en cours de l'activité quand on aura un recul suffisant par rapport à un début d'exposition, par exemple. Et l'important, et ça je crois que le Dr Steve l'a dit aussi, c'est que quand les personnes vont quitter le milieu des sapeurs-pompiers, il faut que le médecin de soins, le médecin traitant qui va prendre le relais, lui, c'est pas du tout un spécialiste des expositions. Par contre, il faut qu'il ait effectivement des recommandations de suivi en disant voilà, votre patient, il quitte telle activité, il a pu avoir telle exposition, et voilà le suivi médical qui est recommandé au-delà. Et c'est lui qui pourra prendre le relais, mais il faut lui dire quoi faire. Ils ne peuvent pas être sachants dans tous les domaines sur les expositions professionnelles et le suivi ad hoc. Alors, quel contenu? C'est un peu sur ça que vous m'attendez, ça je le sais. Donc, c'est aussi un temps clinique important, ces visites de fin de carrière où on fait un bilan sur les expositions, parce qu'on va effectivement s'attarder à reprendre, et ça vous les avez dans vos dossiers médicaux, mais quels sont les antécédents de la personne, quels autres facteurs de risque peut-il avoir aussi, parce qu'effectivement, il va falloir regarder ce qui va pouvoir interférer sur l'organe cible du dépistage. C'est-à-dire que quelqu'un qui... alors, je sais que les pompiers sont généralement moins fumeurs que la population générale, mais par exemple, bien sûr, on va regarder si c'est également un fumeur. On a vu que l'appareil respiratoire est une cible importante des expositions. Il faut regarder ce facteur de risque-là, mais d'autres choses aussi qui va peut-être rendre la personne plus susceptible. Donc, le temps clinique indispensable. Et puis, c'est aussi un moment d'information. C'est vrai que le docteur Steve en a parlé. C'est important, je pense, que la fiche d'exposition soit explicitée aussi par un médecin. Parce que ça peut être assez anxiogène de voir une liste de choses auxquelles on a été exposé. On ne sait pas trop ce qu'on risque. Si on va sur Internet, on va peut-être se faire très peur. Donc c'est important aussi que l'explicitation des expositions passées et de leurs effets puisse être expliquée. Et c'est le moment aussi de refaire de la prévention. Alors souvent les expositions, elles ont eu lieu, mais c'est le moment d'essayer de faire de la prévention sur les cofacteurs. Alors c'est effectivement des fois peut être difficile à entendre, mais quand quelqu'un a eu une exposition à l'amiante passée qui est à ce jour terminée, si la personne que vous voyez, elle a encore un tabagisme actif, le meilleur acte de prévention que vous pourrez faire avant tout examen complémentaire, c'est de l'inciter et de l'accompagner vers un sevrage tabagique. C'est ça qui pourra faire diminuer son surrisque de cancer du poumon, par exemple. Et puis après, bien sûr, se pose la question de prescrire éventuellement un examen complémentaire. Alors, avant effectivement de se lancer dans la prescription d'un examen, je prends 2 minutes pour vous rappeler les critères donnés de l'OMS quand on lance un dépistage organisé. Et quand on fait du dépistage en suivi post-pro sur des populations ciblées, ça reste un dépistage organisé et il faut qu'on s'assure, avant de faire une prescription, qu'on répond à ces critères-là. Donc effectivement, il faut bien sûr une maladie qui soit un enjeu de santé publique. Alors, quand on parle de cancer, ça, la question souvent on y répond facilement. Mais il faut aussi une maladie avec une histoire naturelle qui est connue et avec une phase de latence assez longue par rapport au début des symptômes pour que dépister avant qu'il y ait les premiers symptômes, on ait le temps de le faire.
Il faut qu'on puisse, dans cette pathologie, bénéficier d'un traitement qui, à un stade précoce, permettre un gain de survie notable par rapport à un traitement à un stade plus avancé. Il faut qu'on bénéficie d'un test diagnostique qui va permettre d'identifier justement cette pathologie en phase de latence ou au tout début des symptômes. Il faut que cet outil diagnostique il soit efficace en termes de sensibilité et de spécificité, qu'il soit acceptable par la population, que ce ne soit pas un examen extrêmement difficile, pas très bien supporté. On a vu sur la poussière de bois, par exemple, la nasofibroscopie, les patients, ils y vont une fois, ils n'y vont pas forcément la deuxième. Il faut effectivement qu'on puisse bien cibler quelles personnes, une fois qu'ils vont être dépistés, recevront ce traitement. Il faut que, quand on a un test qui est un positif, il va falloir activement confirmer la pathologie, mais il y a un coût global pour la société, que ce soit un coût acceptable. Et puis, on sait que quand on a un test qui est positif, on va induire du stress sur le plan psychologique. Il va y avoir des examens complémentaires à faire qui peuvent avoir des conséquences physiques. Là aussi, il faut que ça soit inférieur aux bénéfices qu'on va en attendre. Et puis, c'est un test dépistage, c'est pas one shot, ça doit être répété. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de critères. Et quand on parle dépistage et quand on réfléchit, quand on répond à la question qu'on m'a posée cet après-midi, c'est est-ce qu'il y a un intérêt ou pas, qu'est-ce qu'on fait comme examen, on a une vision populationnelle, on n'a pas la vision de l'individu que j'ai en face de moi, mais c'est globalement, est-ce qu'on répond à ces critères-là pour se lancer dans un dépistage ciblé dans une population considérée à risque par rapport à un organe donné. Donc une fois qu'on a ça en tête, on va balayer effectivement les pathologies que Patrick Brochard vous a ciblées comme effectivement celles pour lesquelles il faut quand même se poser la question compte tenu de ce qu'on sait dans la littérature sur les effets de santé chez les pompiers. Donc, première chose, vous avez vu, c'est le mésothéliome. Alors là, la réponse va être malheureusement assez rapide. On n'a aucun examen complémentaire au jour d'aujourd'hui qui permette un diagnostic à un stade précoce de ce mésothéliome. Donc, il n'y aura pas de dépistage spécifique à proposer pour cette pathologie-là. Malheureusement, on la découvre une fois qu'elle devient symptomatique. Par contre, on l'a vu, c'est reconnu, il y a une exposition à l'amiante chez les pompiers qui est très probable. Alors, historiquement, c'était à travers les EPI, ça c'est des choses qu'on ne voit plus, mais il y a effectivement l'intervention dans les incendies, dans les feux urbains, à l'occasion des déblais, etc. Il y a effectivement une exposition à l'amiante qui est très très probable, voire avérée. Et donc effectivement, ce qu'on va vous recommander pour nous, c'est de faire un suivi post-exposition ou post-professionnel amiante selon les recommandations du consensus de 99 et HAS 2010. Alors c'est quoi ce suivi SPE ou SPP amiante ? C'est à quel niveau d'exposition? Alors je pense qu'effectivement, globalement, sauf indication particulière sur un dossier particulier, on sera plutôt en exposition qu'on qualifie de niveau intermédiaire, et je vous renvoie aux définitions du consensus de 99. Alors là aussi, ça ne va pas être dès qu'on est intervenu sur un feu urbain. En 99, on disait c'est dès qu'on a une exposition habituelle de plus d'1 an. Alors ça va dépendre effectivement quelque part à un moment de la fréquence d'intervention sur les incendies urbains, et là certainement effectivement une réflexion à avoir entre vous sur un certain nombre de scores d'exposition qui vont dire que là, effectivement, on va déclencher un suivi post-expo ou post-pro amiante. Quel examen? Mais là, c'est des choses qui sont maintenant bien établies. C'est un scanner thoracique en low dose. Donc là, les radiologues ont des recommandations de la Société française de radiologie pour régler leur machine de façon adéquate, sans injection de produits de contraste, avec des coupes millimétriques. Ce suivi se démarre 30 ans après le début de l'exposition, donc ça peut être encore des gens que vous avez en activité, et il va se refaire tous les 10 ans. Alors, attention, j'ai mis attention aux incidentalomes, effectivement, on sait très bien, et pour moi en faire régulièrement dans le service, quand on fait ces scanners, c'est quelqu'un qui n'a pas de symptômes, etc., mais qui a une certaine exposition régulière en plus à des aérocontaminants. On va trouver pratiquement un scanner sur 2, dès qu'on dépasse 50 ans, des micronodules qui ne sont pas du tout en lien avec l'amiante, mais qui vont nécessiter un scanner, un suivi plus rapproché sur 2 ans pour s'assurer que ce nodule n'évolue pas et que ce n'est pas un dépistage précoce d'un cancer bronchopulmonaire. Juste une petite remarque par rapport à ce que je vous ai dit en introduction sur les critères de dépistage organisé de l'OMS. Quand on fait ce suivi post-expo et post-pro amiante, on est dans un bénéfice social plus que médical, parce qu'il y avait une demande forte
des représentants de malades notamment et des partenaires sociaux à l'époque. Et dans le consensus de 99, il avait bien été écrit que quand on faisait ce dépistage d'une pathologie liée à exposition à l'amiante, ça avait comme intérêt de pouvoir informer le patient de son exposition, d'adapter son suivi médical et d'inciter, justement, ce que je vous disais en introduction, une incitation supplémentaire à lutter contre les cofacteurs, notamment l'arrêt du tabagisme. Quand on fait un scanner tous les 10 ans, à part trouver des maladies bénignes de l'amiante telles que des plaques pleurales qu'on ne trouverait, pour lesquelles il n'y aurait pas d'appel, le point d'appel clinique, on ne va pas être dans un dépistage de cancer bronchopulmonaire, de mésothéliome, je vous l'ai dit bien sûr que non. Même pour le cancer bronchopulmonaire, dans les expérimentations qui se mènent actuellement, ce n'est pas un scanner tous les 10 ans qui est préconisé. Alors, quid de la vessie maintenant? Alors là, je vous ai mis, effectivement, on l'a rappelé, ça a été classé en cancérogène certain par le CIRC en 2022. Et le CIRC, quand ils ont fait leur analyse de la littérature, ont même réalisé une méta-analyse qui a été publiée en 2023, dont je vous ai mis ici un extrait, qui montre un petit peu le niveau de risque retrouvé. On est effectivement en augmentation de risque de 16%. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on va le confronter après aux recommandations existantes sur le dépistage du cancer de vessie. Alors, quel examen? Il y a des recommandations qui existent, qui datent. On en reparlera après. C'est de 2012. C'était la Société française santé au travail qui les avait menées. L'examen qui avait été... on se posait la question de quel examen il fallait faire à l'époque. Alors, je vous ai remis un extrait de ces recommandations. Des fois, plutôt que paraphraser, il vaut mieux relire ce qui avait été écrit à l'époque. Donc, à l'époque, ils avaient, en regardant un petit peu les données de la littérature, ils avaient dit qu'il n'était pas recommandé de réaliser une recherche d'hématurie microscopique par bandelette urinaire. C'est un examen qui n'est pas assez sensible ni spécifique, donc ce n'est pas l'examen à proposer. Après avoir regardé l'ensemble des examens qui existaient à l'époque, ils étaient, ça vous le savez, ils avaient choisi en première intention la cytologie urinaire, qui est la recherche de cellules cancéreuses dans un prélèvement urinaire, parce que c'était un examen qui était spécifique, qui était au moins 90%, et qui, pour les tumeurs de plus haut grade, et pour lesquelles, là, il est urgent de dépister justement précocement pour mettre en route un traitement, la sensibilité, là aussi, était aux alentours de 80%. Donc, c'était l'examen qui a été retenu en première intention. Et pareil, à l'époque, en vue des données de la littérature, il y avait trois classes d'exposition qui avaient été faites. Des travailleurs considérés à risque très élevé, pour lesquels les données de la littérature retrouvaient un surrisque supérieur à 5, des travailleurs à risque élevé avec un surrisque entre 2 et 5, et puis les travailleurs à risque modéré. Et vous voyez qu'à l'époque, on ne recommandait un dépistage par cytologie urinaire que pour les travailleurs à risque très élevé, voire à risque élevé s'ils avaient travaillé plus d'1 an dans un secteur à risque. C'est par exemple l'industrie du caoutchouc. Et donc, nos sapeurs-pompiers, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'étude du CIRC, on est au jour d'aujourd'hui dans le groupe de travailleurs à risque modéré. Donc, si on applique les recos de 2012, il n'y a pas d'indication à faire un dépistage par cytologie urinaire. Alors, où on est en 2024? Effectivement, la cytologie urinaire, pourquoi c'est un examen qui n'avait pas été si largement déployé à l'époque, mais c'est un examen qui a un coût, qui n'est pas parfait, vous avez vu, en termes de sensibilité notamment, 80%, et qui est un examen qui reste opérateur dépendant. C'est le cytologiste qui, sous le microscope, doit regarder les cellules et dire si c'est plutôt une cellule cancéreuse ou pas. Il faut effectivement se poser la question, est-ce qu'on a d'autres tests de dépistage encore aujourd'hui? La collègue qui avait fait la recommandation en 2012 avait en 2023 regardé un peu la littérature. Il y a des choses qui existent, mais qui sont plutôt du domaine de la recherche, qui sont après des recherches de type génétique dans les urines et qui ont un coût non négligeable. Donc quand on parle de dépistage, on parle de dépistage en population. Donc il faut aussi que le coût soit acceptable par rapport aux bénéfices attendus à l'échelon de la population. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il ne faudrait pas, vous avez vu qu'en 2012, ça avait été restreint aux gens à risque très élevé, est-ce qu'en 2024, avec l'amélioration peut-être de la prise en charge du cancer de la vessie, il ne faudrait pas revoir un peu ces indications? Et concernant les pompiers, qu'est-ce que nous, on peut vous conseiller? C'est sûr que le risque est avéré, ça on ne le remet pas en cause, et quand on lit aussi la monographie du CIRC, ils expliquent bien que finalement ce risque de 16-18%, il est possiblement sous-évalué. Parce qu'il y a l'effet travailleur sain,
Hein, les pompiers, dès qu'ils sont en activité, c'est des pompiers du fait de l'aptitude, qui sont quand même très sélectionnés, et puisque c'est une population qui fume moins globalement que la population générale, et puis des niveaux d'exposition finalement très contrastés qui ne ressortent pas dans les études, hein, parce que c'est souvent pompier, pas pompier. Malheureusement, on sait bien qu'il peut y avoir des personnes plus particulièrement exposées parmi les pompiers. Donc, l'intérêt là pour avancer sur ce dépistage de cancer de vessie, je pense qu'il faut tracer les expositions pour réfléchir à construire un score d'exposition et pourquoi pas, et ça serait une proposition qu'on pourrait vous faire si ça vous intéresse, de mener une expérimentation sur le dépistage du cancer de vessie chez les pompiers, sur les plus exposés, vraiment en phase de test dans des centres expérimentés, un peu comme on le mène actuellement pour le dépistage du cancer bronchopulmonaire chez les personnes ayant été exposées à des cancérogènes pulmonaires. Je pense qu'on n'est pas au stade de vous dire, allez-y, largement, faites des cytologies. Je pense qu'on n'en est pas là. Les données de la littérature et les recommandations en cours aujourd'hui ne l'incitent pas. Par contre, qu'il y ait une réflexion pour repérer un groupe particulièrement exposé sur lequel on pourrait, dans un phase test, se lancer dans un dépistage ciblé, accompagné, ça peut être une proposition qu'on peut vous faire. Et puis Patrick Brochard vous l'a dit, il y a effectivement aussi ce surrisque cardiovasculaire. Alors, une première chose, ça peut être de suivre l'équation de risque score 2, qui est actuellement vraiment l'outil qui est proposé par les cardiologues, et des choses que vous avez, parce que je sais que les pompiers, du fait de l'aptitude, sont très surveillés par rapport au risque cardiovasculaire. L'équation de risque score 2, elle est proposée chez les personnes qui sont considérées à faible risque parce qu'ils n'ont pas d'antécédents tels que ceux qui sont cités sur la diapositive. Et ça permet d'estimer le risque d'avoir un accident cardiovasculaire, que ce soit neurologique ou cardiaque, dans les 10 ans. Alors là, je pense que vous la connaissez, hein, ça croise le sexe, le tabagisme, la tension systolique et puis le taux d'HDL cholestérol. 2 minutes. J'ai fini. Et puis, comme on va faire quelques scanners thoraciques à certains des pompiers qui auront une exposition à l'amiante, il est actuellement reconnu également que quand on fait ces scanners thoraciques, on peut, si on le précise, le cardiologue peut regarder les calcifications coronariennes et calculer un score calcique coronarien qui est un bon prédicteur d'un risque cardiovasculaire chez les gens considérés à risque cardiovasculaire intermédiaire. Et donc l'intérêt, effectivement, pourquoi on fait ce dépistage-là? Ça permet d'initier un traitement hypolipémiant à visée préventive pour réduire le LDL cholestérol, en complément, bien sûr, des mesures régionodététiques et arrêt du tabac, par exemple, chez des gens qui auraient été ciblés comme plus à risque par ces deux examens-là. Voilà, en conclusion, donc, on a parlé beaucoup de dépistage, donc on fait de la prévention secondaire, et il y a l'enjeu de la traçabilité, je crois qu'on vous l'a répété, vous l'avez compris, et je ne peux pas finir un topo sur le risque, la gestion du risque chez des professionnels sans vous rappeler, et vous le savez, de poursuivre, et vous le faites, les efforts sur la prévention primaire. Ça, c'est vraiment indispensable pour limiter quand même les expositions et qu'on ait moins de pathologies à dépister dans le futur. Je vous remercie. Merci beaucoup.